Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG en ce mardi 15 juin 2021. Au micro, Vincent Berger. J'espère que vous allez tous bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Fiscales avec Marie-Pierre Haut, directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocats. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Deux sujets au programme de cette émission aujourd'hui. Tout d'abord, les mesures fiscales du projet de loi de finances rectificative pour 2021, présenté en Conseil des ministres le 2 juin dernier. Puis, nous ferons le point sur les derniers projets de l'OCDE et de l'Union européenne pour réformer la fiscalité internationale des entreprises, des projets qui avancent à grands pas. Il est vrai que l'actualité fiscale de cette année est moins riche, moins dense qu'en 2020. Pour autant, le projet de loi de finances rectificative 2021 comporte plusieurs mesures fiscales qui devraient être bien accueillies par les entreprises. Mais sans tarder, entrons dans le vif du sujet. Commençons cette émission avec le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Marie-Pierre, que peuvent attendre nos auditeurs de ce projet de loi de finances et quel est son calendrier parlementaire ? Adopté vendredi 11 juin dernier par les députés en première lecture, le texte du PLFR 2021 est maintenant en discussion devant les sénateurs et son vote en première lecture est attendu pour le 1er juillet. Sur le fond, ce budget rectificatif prévoit plusieurs mesures fiscales destinées à accompagner la sortie de la crise sanitaire. La première mesure, et certainement la principale, vise à élargir temporairement le champ d'application du mécanisme de report en arrière des déficits des entreprises, le fameux carry back. Seconde disposition va venir préciser le régime fiscal des aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire. Et enfin, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et son régime social et fiscal d'exonération seraient reconduits. Penchons-nous tout d'abord sur l'aménagement du dispositif de report en arrière des déficits qui impacte directement la trésorerie des entreprises puisqu'il fait naître une créance sur l'État, créance qui peut être restituée mais aussi et surtout être mobilisée auprès d'un organisme financier. Exactement, Vincent. En droit commun, le déficit constaté au titre d'un exercice peut s'imputer en arrière, c'est-à-dire sur le bénéfice de l'exercice précédent, et ce dans la limite d'un plafond maximum d'1 million d'euros. Pour donner quelques éléments de contexte à nos auditeurs, rappelons que le 18 mai dernier, la Commission européenne a recommandé aux États membres d'adopter une approche coordonnée du traitement fiscal des pertes et leur a suggéré d'autoriser le report en arrière de pertes sur les 3 derniers exercices, solution qu'elle juge avantageuse pour les PME. Un tel report en arrière leur apporterait des liquidités supplémentaires et contribuerait à soutenir des entreprises saines qui souffrent aujourd'hui uniquement à raison de la crise. C'est donc cette recommandation européenne que le gouvernement français transpose dans le projet de loi de finances. Oui, le gouvernement propose d'adapter en conséquence le régime français et prévoit qu'à titre dérogatoire, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 puisse s'imputer sur le bénéfice des 3 exercices précédents, et ce, sans application du plafonnement actuel de 1 million d'euros. Donc en synthèse, retenons 2 assouplissements temporaires. D'abord, un déplafonnement du carry back et ensuite une extension de l'imputation sur les 3 exercices précédents et non plus seulement sur le dernier. Étant précisé, Vincent, que la créance sur le Trésor serait calculée au taux de l'IS applicable au titre des exercices ouverts au 1er janvier 2022, c'est-à-dire 25% pour le taux normal et toujours 15% pour certaines PME. Cette créance sur le Trésor, elle pourrait notamment être utilisée par l'entreprise pour le paiement de l'impôt sur les sociétés des exercices suivants et serait remboursée le cas échéant au terme des 5 années suivantes. En revanche, aucun remboursement immédiat de la créance ne serait possible, et ce, contrairement aux possibilités qui ont été ouvertes par la 3e loi de finances rectificative pour 2020. Mais bien sûr, cette créance, elle resterait mobilisable auprès d'un établissement de crédit. Exercice clos le 31 décembre 2020 est donc bien concerné. Est-ce que le délai d'option n'a-t-il pas expiré ? C'est une question importante, en effet. Le texte prévoit un délai d'option dérogatoire pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Et qu'en est-il des groupes fiscaux ? Cet aménagement serait en effet également ouvert aux groupes fiscalement intégrés. Cette mesure tente à améliorer la trésorerie des entreprises durement frappées par la crise sanitaire. Qu'en est-il des autres mesures ? J'ai lu que le projet de loi de finances rectificative pour 2021 entendait clarifier le régime fiscal des aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire.
On se souvient que la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 avait prévu que les aides versées par le Fonds de solidarité soient exonérées d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur le revenu, ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale comme conventionnelle. Le projet de loi de finances rectificative a précisé le champ d'application de cette exonération. In fine, toutes les aides versées au titre du Fonds de solidarité seraient exonérées. En revanche, ne seraient pas exonérées les aides destinées à compenser les coûts fixes, les aides versées au bénéfice des exploitants de remontées mécaniques et les aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces. Cette imposition concernerait les aides perçues à compter du 1er janvier 2021. Restons dans le sujet des aides accordées aux entreprises. Depuis le début de la crise sanitaire, la France a mis en place différentes mesures de soutien à l'économie. On entend régulièrement parler d'un plafond de 1,8 million d'euros. Pourriez-vous nous aider à y voir un peu plus clair ? Alors effectivement, au niveau européen, ces aides sont encadrées par une communication de la Commission européenne qui a été publiée en mars 2020. Les aides versées dans le cadre de la crise sanitaire sont ainsi plafonnées selon la nature de l'aide et au niveau du groupe le cas échéant. Donc si nous pouvons donner un conseil aux entreprises qui nous écoutent, c'est de bien anticiper la justification de ces aides, ce qui leur facilitera la vie le jour J. Il convient de s'assurer de leur éligibilité, mais aussi de bien vérifier la question du respect du plafond. Car outre les enjeux financiers, les entreprises ne doivent pas négliger les risques réputationnels. Et on sait tous que la réputation est aujourd'hui au cœur des préoccupations des entreprises. Au début de cette émission, vous indiquiez, Marie-Pierre, que le projet de loi de finances rectificative pour 2021 comportait 3 mesures fiscales. Quelle est donc la dernière ? La dernière mesure, effectivement, concerne la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite prime Macron, qui serait versée entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022. Comme précédemment, elle serait exonérée de tout impôt et cotisation sociale dans la limite d'un plafond de 1 000 € pour les salaires allant jusqu'à 3 SMIC, porté à 2 000 € dans certaines conditions. Cette prime a déjà connu un vif succès par le passé, puisque 5 millions de salariés en ont bénéficié lors de sa première application, pour un montant moyen de 400 €, puis de nouveau, 5 millions de salariés, pas forcément les mêmes, pour un montant moyen de 590 € dans la version ultérieure. Soit au total près de 8 millions de salariés qui ont reçu environ 5 millions d'euros au total. Donc on peut imaginer que cette prime sera à nouveau plébiscitée par les entreprises. Nous en avons terminé avec le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Vous aurez noté que ce projet ne modifie pas le taux de l'IS et que la trajectoire de baisse reste inchangée avec un taux standard à 26,5% majoré à 27,5% pour les grandes entreprises. Poursuivons avec l'actualité fiscale européenne. La Commission européenne a présenté le 18 mai dernier son programme pour la fiscalité des entreprises. Avant d'en dessiner les contours, dans quel contexte international ce programme s'inscrit-il ? Le sujet, Vincent, c'est celui de la transparence et de l'équité de la fiscalité des entreprises, sujet qui est sur la table depuis de nombreuses années. Depuis près de 3 ans, l'OCDE discute du projet bien connu sous le nom de l'acronyme BEPS 2.0, qui a pour ambition de réformer la fiscalité internationale, une réforme engagée, et là on peut citer l'OCDE, pour répondre aux défis fiscaux nés de la mondialisation et de la numérisation de l'économie. Cette réforme repose sur 2 axes, 2 piliers. Le pilier 1, qui prévoit de réallouer une partie des bénéfices des grandes entreprises vers les pays où leurs produits sont consommés. L'idée ici, vous l'aurez compris, c'est de mieux répartir l'impôt payé par les grandes multinationales, notamment, mais pas seulement celles du numérique, entre leur pays d'établissement et les pays où sont situés leurs consommateurs, c'est-à-dire là où elles opèrent, sans nécessairement y avoir une présence physique. Reste bien sûr à s'entendre sur le quantum de cette réallocation. On parlerait de 20% des bénéfices lorsqu'une marge de 10% minimum est réalisée. Sont principalement visés les GAFAM ainsi que les géants du luxe et de la pharmacie. Passons à présent au pilier 2 qui ambitionne de fixer un impôt sur les sociétés minimum mondial. Oui, et c'est une petite révolution. L'objectif de l'OCDE, c'est de trouver un accord sur les 2 piliers cet été. Et c'est vrai que le récent soutien de l'administration Biden a rebattu les cartes et on assiste depuis à une réelle accélération des négociations. Les ministres des Finances du G7 sont parvenus début juin à un accord politique que l'on peut qualifier d'historique, et ce sur plusieurs points clés de la réforme. Cet accord, le G7 l'a endossé le week-end des 12 et 13 juin dernier. Ce consensus, il va donner une nouvelle dynamique aux discussions en cours, que ce soit à l'OCDE ou au G20 Finances qui aura lieu à Venise en juillet. Il pourrait même ouvrir la voie à un accord mondial pour réformer le système fiscal international et l'emmener vers une fiscalité plus responsable, même si la prudence reste encore de mise
puisque les modalités pratiques de ces réformes ne sont pas encore totalement cadrées. Marie-Pierre, au cœur du dispositif du pilier 2 figure la notion de taux effectif d'imposition minimale mondiale. Oui, le G7 Finance s'est accordé sur un niveau d'au moins 15%, pays par pays, et non sur une base globale, reprenant en cela la proposition des États-Unis. Pour prendre un exemple, un groupe français qui dispose d'une filiale dans un pays où le taux d'impôt est de 0% se verrait contraint d'acquitter une charge globale d'impôt de 15%. À ce stade, il n'est pas possible de donner plus de détails sur les modalités d'application, tout ceci restant encore en discussion et donc en négociation. Reste que ce taux d'au moins 15%, c'est un point de départ et notre ministre des Finances a déjà annoncé son intention de se battre pour que ce taux d'imposition minimale soit le plus élevé possible. Le taux minimum de 15% n'est donc pas définitif. Ce mois de juin a été très prolifique sur le front des nouvelles propositions pour répondre aux défis fiscaux du XXIe siècle, puisqu'un accord politique provisoire a été conclu entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen sur la proposition de directive concernant la publication par les grandes multinationales d'informations pays par pays, connues encore sous le vocabulaire CBCR public. Il est en effet prévu que les entreprises dont le chiffre d'affaires total consolidé des 2 derniers exercices dépasse 750 millions d'euros, qu'elles aient ou non leur siège dans l'Union européenne, publient des informations relatives à l'impôt sur les bénéfices acquittés dans chaque État membre. Cette obligation, elle s'étend à chacun des pays tiers inscrits sur la liste noire de l'Union européenne et dans certaines conditions sur sa liste grise. La liste complète et définitive des informations qui devront être divulguées sera précisée par la directive. Et cette déclaration, elle devra être produite dans les 12 mois de la clôture du bilan, sauf quelques exceptions. Nous aurons l'occasion de vous en dire plus sur cette question du CBCR public prochainement sur ces ondes. En tout état de cause, c'est bien le sens de l'histoire, plus de transparence et moins de concurrence fiscale entre les États. La question aujourd'hui n'est donc plus de savoir si ces projets verront le jour, mais bien de savoir quand, comment et à qui ils s'appliqueront. C'est dans ce contexte que je qualifierais d'effervescent que la Commission européenne a présenté début juin son programme de fiscalité des entreprises dont on a parlé il y a un instant, un programme bien ambitieux. L'Europe s'inscrit dans cette même dynamique de transparence fiscale, ce qui contribuera aussi à aider les États à se relever de la crise sanitaire en intégrant les progrès issus des discussions du G20 et de l'OCDE sur la réforme fiscale mondiale. Concrètement, les piliers 1 et 2 dont nous venons de parler vont devoir être traduits au sein des États membres par le biais de 2 directives et ce, sans doute, dès la fin de cette année. De plus, la Commission devrait présenter d'ici 2022 un texte sur la publication des taux d'imposition effectifs payés par les grandes entreprises. Mais avant cela, au 4e trimestre 2021, on attend une proposition législative pour lutter contre l'utilisation de sociétés écrans qui viserait à retirer le bénéfice d'avantages fiscaux aux entités juridiques de l'Union européenne qui n'ont pas de présence commerciale substantielle. Enfin, la Commission présentera d'ici le 1er trimestre 2022 une proposition législative afin de réduire les incitations fiscales favorisant l'endettement et ce pour encourager le financement par fonds propres. À plus long terme, le nouveau cadre concernant la taxation des entreprises au sein de l'Union européenne devrait remplacer les propositions actuelles de directives connues sous le nom de ACCIS pour assiette commune consolidée en matière d'impôt sur les sociétés, proposition ACCIS qui serait, elle, retirée. Il s'agirait d'une compilation des règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union européenne. Les prochains mois seront donc déterminants. C'est un programme particulièrement volontariste que nous suivrons et que nous partagerons avec nos auditeurs sur ces ondes. Un grand merci Marie-Pierre pour votre éclairage. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur l'application Radio KPMG ainsi que nos actualités sur la page KPMG Avocat du site kpmg.fr. À très bientôt. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.